السلام عليكم. إذا إن شاء الله أتمم قراءة هذا الكتاب L'enfant de Maria Montessori. La troisième partie, conséquences. Ce récit succinct de faits et d'impressions laisse perplexe sur la question de la méthode. On ne comprend guère avec quelle méthode on peut obtenir de tels résultats, et c'est le point. On ne voit pas la méthode, ce qu'on voit, c'est l'enfant. On voit l'âme de l'enfant qui, libéré des obstacles, agit selon sa nature propre. Les qualités enfantines que nous avons dégagées appartiennent tout simplement à la vie, au même titre que la couleur des oiseaux ou que le parfum des fleurs. Elles ne sont en rien. Elles ne sont en rien le résultat d'une méthode d'éducation. Il est pourtant évident que ces faits naturels peuvent être influencés par l'éducation dont le but est de protéger l'enfant, afin de favoriser son développement. Les phénomènes survenus à la maison des enfants sont des phénomènes psychiques naturels. Ils ne sont pourtant pas apparents comme les phénomènes naturels de la vie végétative. La vie psychique est si mobile que ses caractères peuvent brusquement disparaître quand les conditions de l'ambiance ne sont pas propices. D'autres caractères se substituent au premier. Aussi, est-il nécessaire, avant de procéder à toute tentative d'éducation, d'établir dans l'ambiance les conditions les plus favorables à l'éclosion des caractères normaux profonds. Il suffit pour réaliser cette ambiance favorable d'éloigner les obstacles, et c'est là le premier pas à faire, les bases même de l'éducation. Il ne s'agit donc pas seulement de développer les caractères existants, mais avant tout de découvrir la nature. Ce n'est qu'alors que l'on peut faciliter le développement du caractère normal. C'est par hasard que chez nous, les conditions se réalisèrent. L'une des plus caractéristiques a été cette ambiance plaisante offerte aux enfants. Ceux-ci, grandis en des lieux misérables, étaient particulièrement sensibles à cette maison propre et blanche, où ils trouvaient des tables neuves, de petits sièges construits pour eux et les pelouses de la cour ensoleillées. Une autre condition essentielle était le caractère négatif de l'adulte. Les parents illettrés, la maîtresse ouvrière, sans ambition ni préjugés, cette situation réalisait un état de calme intellectuel. On a toujours reconnu qu'un éducateur devait être calme, mais on envisageait ce calme qu'au point de vue de son caractère, de ses impulsions nerveuses. Il s'agit ici d'un calme plus profond, d'un état de vide, ou plutôt d'un manque d'encombrement mental, d'où découlait une limpidité intérieure, un détachement de toute attache intellectuelle. C'est l'humilité spirituelle qui prépare à comprendre l'enfant et qui devrait être la préparation essentielle de la maîtresse. Une autre circonstance favorable fut l'offre aux enfants d'un matériel scientifique attrayant, déjà perfectionné pour l'éducation sensorielle. Tout cela était capable de concentrer l'attention et rien n'aurait pu réussir si, en enseignant à haute voix, les énergies avaient été appelées de l'extérieur. Donc, l'ambiance adaptée, le maître humble et le matériel scientifique. Voilà les trois points extérieurs. Cherchons à relever maintenant quelques manifestations des enfants. La plus saillante, celle qui semble presque due à une baguette magique faisant surgir les caractères normaux. C'est l'activité concentrée sur un travail et s'exerçant sur un objet extérieur avec des mouvements de la main guidés par l'intelligence, alors surgissent certains phénomènes ayant un mobile intérieur tel que la répétition de l'exercice et le libre choix. Et l'enfant apparaît illuminé par la joie, infatigable. L'activité est comme un métabolisme psychique, source de vie et condition de développement. C'est son choix
qui désormais guidera tout. C'est lui qui répond avec transport à certaines expériences, telles que le silence. Il s'enthousiasme pour l'enseignement qui lui ouvre la voie de la justice et de la dignité. Il absorbe intensément les moyens qui lui permettent de développer son esprit. Par contre, il est des catégories de choses qu'il refuse. Les récompenses, les bonbons, les jouets. Il nous démontre en outre que l'ordre et la discipline sont pour lui des manifestations et des besoins vétaux. Et pourtant, c'est bien un enfant, frais, sincère, joyeux, sautillant, qui crie quand il s'enthousiasme, qui applaudit, court, remercie avec effusion, appelle, sait démontrer sa gratitude, il s'approche de tout le monde, admire tout, s'adapte à tout. Descend donc la liste de ce qu'il a choisi lui-même et tenant compte de ses manifestations spontanées. Notons ensuite ce qu'il a refusé en l'accompagnant du mot abolition. Numéro 1. Travail individuel. Répétition de l'exercice. Libre choix. Contrôle du travail. Analyse des mouvements. Exercice des mouvements. Analyse des mouvements. Exercice de silence. Bonne manière dans les contacts sociaux. Ordre dans l'ambiance. Propreté et soin de sa personne. Éducation des sens. Écriture indépendante de la lecture. Écriture précédant la lecture. Lecture sans livre, discipline dans la libre activité. 2. Abolition des récompenses et des punitions, abolition des syllabaires, abolition des leçons collectives, abolition des programmes et des examens, abolition des jouets et de la gourmandise, abolition de la chair du maître enseignant. Le plan d'une méthode d'éducation apparaît dans cette liste. En somme, c'est de l'enfant que sont venues les directives pratiques, positives et même expérimentales pour construire une méthode d'éducation où son choix soit le guide et où sa vivacité vitale serve de contrôle à l'erreur. Il est à remarquer que dans l'établissement qui s'ensuivit d'une véritable méthode d'éducation, longuement élaborée sur l'expérience, les directives premières venues de zéro se sont conservées intactes et l'on pense à l'embryon d'un vertébré, où apparaît une ligne qui s'appelle la ligne primitive. C'est un véritable dessin sans substance qui deviendra par la suite la colonne vertébrale. On pourrait distinguer trois parties: la tête, la section thoracique, la section abdominale, et puis beaucoup de points de détail qui vont s'ordonner, se déterminer peu à peu et qui finiront par se solidifier. Les vertèbres. Ainsi, dans ce premier dessin d'une méthode d'éducation existe un tout, une ligne fondamentale d'où surgissent en relief trois grands facteurs: l'ambiance, le maître et le matériel, et puis un grand nombre de détails qui se détermineront précisément comme les vertèbres. Il serait intéressant de suivre pas à pas cette élaboration qui semble être, dans la société humaine, la première œuvre qui a été condamnée par l'enfant, et d'avoir une idée de l'évolution de ces principes qui se présentèrent tout d'abord comme des révélations insoupçonnées. Les développements successifs de cette singulière méthode constituent bien une évolution parce que les phénomènes nouveaux proviennent d'une vie se développant en relation avec l'ambiance. Or, cette ambiance est toute particulière étant, du fait de l'adulte, une réponse active et vitale au plan nouveau que la vie enfantine manifeste en se développant. La rapidité prodigieuse avec laquelle se sont multipliées les tentatives d'application de cette méthode dans les écoles pour enfants de toutes conditions sociales et de toute race a élargi l'expérience et a permis de relever les points communs des tendances universelles et par conséquent de déterminer les lois naturelles sur lesquelles l'éducation doit avoir sa première base.
Les expériences des écoles qui suivirent la première maison des enfants sont intéressantes, surtout par le fait que celles-ci poursuivirent la même attitude d'attente des phénomènes spontanés chez les enfants sans que ce soit encore précisé aucune méthode. On fit une expérience importante dans une des premières maisons des enfants qui furent créées à Rome. Les conditions était encore plus exceptionnel que dans la première. Il s'agissait d'orphelins ayant survécu au tremblement de terre de Messine. Une soixantaine de petits enfants recueillis tout seuls parmi les décombres. On ne connaissait ni leur nom ni leurs conditions sociales. Un choc terrible les avait uniformisés. Ils étaient abattus, muets, absents. Il était difficile de les alimenter, difficile de les faire dormir. On entendait la nuit des cris et des plaintes. On créa pour eux une ambiance esquisse et la reine d'Italie s'en occupa elle-même. On construisit des meubles petits et clairs, lumineux et variés, de petites armoires, les tentures de couleurs, des tables rondes extrêmement basses et de couleurs vives au milieu d'autres tables rectangulaires, plus hautes et claires, des chaises et de petits fauteuils. La vaisselle surtout était attrayante, les plats étaient petits, les couverts et les serviettes minuscules jusqu'aux savons et aux essuie-mains. Tout était adapté à des mains qui avaient encore beaucoup de temps pour grandir. Sur toute chose, il y avait un ornement, un signe de raffinement. De jolis, de jolis tableaux au mur et des vases de fleurs partout. Le local était un couvent des sœurs franciscaines qui avaient de grands jardins avec de larges allées. On y pratiquait une culture rationnelle de fleurs. Il y avait des bassins avec des poissons rouges, des colombes. Voilà l'ambiance où les sœurs, avec leurs robes claires rendues majestueuses par le grand voile, évoluaient calmes et silencieuses. Elles enseignaient les bonnes manières aux enfants, avec une minutie qui se compliquait chaque jour. Beaucoup de sœurs appartenaient à la société aristocratique et elles mirent en vigueur les règles les plus minutieuses de la vie mondaine qu'elle avait quittée, cherchant dans leur mémoire et dans leurs anciennes habitudes tous les détails qu'elles pouvaient se rappeler. Il semblait que les enfants en fussent insatiables. Ils avaient appris à se tenir à table comme des princes et à servir comme des maîtres d'hôtel de grandes maisons. Si le repas n'avait pas d'attrait pour eux par le mets, il en avait encore par l'esprit d'exactitude, par l'exercice de contrôle des mouvements, par les connaissances qui élèvent. Peu à peu, le bel appétit enfantin réapparut en même temps que le sommeil paisible. La transformation de ces enfants fut impressionnante. On les voyait apporter, en sautillant des objets au jardin, déménager tout le mobilier d'une pièce pour l'installer. Sous les arbres, sans rien casser, sans rien heurter, le visage animé et heureux. C'est à leur, c'est à leur sujet que naquit le terme de conversion. Une des plus distinguées femmes de lettres italiennes me dit un jour: ces enfants donnent l'impression de convertir. Il n'y a pas de conversion plus miraculeuse que celle qui supprime la mélancolie et transporte sur un plan de vie plus élevé. Cette conception donnait une forme spirituelle au phénomène inexplicable et impressionnant que tout le monde constata. L'idée de conversion semble tout d'abord opposée à l'état innocent des enfants, mais il s'agissait d'un changement spirituel qui les libérait de la douleur et de l'abandon et amenait une véritable résurrection à la joie. La tristesse et la faute témoignent toutes deux que la source des énergies vitales s'éloigne et pouvoir retrouver ces énergies, c'est être converti. La faute et la tristesse disparaissent, la joie renaît. Bien des défauts
Bien des défauts disparurent, mais en même temps, on s'aperçut de la disparition de caractères que l'on prise à l'ordinaire. Et cela apporta vraiment une lumière éblouissante. Tout dans l'homme est erroné. Tout est à refaire. Et pour refaire, un seul remède, le retour à la source unique des énergies créatrices. Sans cette démonstration de notre école par des enfants qui provenaient des situations les plus anormales, il n'eût pas été possible de distinguer le bien et le mal. L'adulte avait son opinion faite et considérait comme bon chez l'enfant tout ce qui s'adaptait à ses propres conditions de vie, et vice-versa. Et dans ce jugement, les caractères naturels de l'enfant restaient dans l'ombre. L'enfant était un disparu, un inconnu, le bien et le mal étaient également engloutis. Un nouveau chapitre intitulé Les enfants privilégiés. Il semble que les enfants riches devraient être plus faciles à éduquer que les très pauvres enfants de notre première école, ou que les petits rescapés du tremblement de terre de Messine. En quoi pourrait bien consister leur conversion? Ils sont privilégiés, entourés des soins les plus choisis. La beauté de l'ambiance, la magnificence des fleurs n'ont pas d'attrait pour eux. Les allées d'un jardin ne les invitent pas et la relation entre eux et le matériel ne s'établit pas. La maîtresse reste désorientée parce que les enfants ne se jettent pas, comme elle l'espérait, sur les objets. Les enfants pauvres entrent immédiatement en contact avec le matériel. Les enfants riches déjà rassasiés par les objets les plus variés, par les jouets les plus splendides, sont rarement attirés d'emblée vers les stimulants qu'on leur présente. Voici les impressions de quelques-unes de nos maîtresses qui ont créé des écoles en Europe et en Amérique, devant les difficultés qu'elles ont rencontrées. L'une d'elles, Miss G, m'écrivait de Washington. Les enfants s'arrachent les objets des mains les uns aux autres. Si j'essaie d'en montrer un à un élève particulier, les autres laissent tomber ce qu'ils avaient entre les mains et bruyamment se rassemblent autour de nous sans but. Quand j'ai fini d'expliquer un exercice avec une pièce du matériel, tous les enfants se battent entre eux pour la posséder. Ils ne montrent aucun intérêt pour le matériel. Ils passent d'un objet à l'autre sans persister avec aucun d'eux. Certains sont incapables de rester tranquilles le temps nécessaire pour faire avec leurs doigts le tour d'un de ces petits objets qu'on leur donne. Dans la plupart des cas, le mouvement est sans but et court tout autour de la chambre sans savoir pourquoi. Ils n'apportent dans leur mouvement aucun respect pour ce qu'ils manient. Ils trébuchent contre la table, retournent les chaises et marchent sur le matériel. Quelquefois, ils commencent un travail, puis courent ailleurs, prenant un autre objet et le laissant sans raison. Mademoiselle D écrivait de Paris. Il me faut avouer que mes expériences ont été vraiment décourageantes. Les enfants ne pouvaient se fixer sur aucun travail, aucune persévérance, aucune initiative de leur part. Quelquefois, ils se suivaient les uns les autres comme un troupeau de moutons. Quand un enfant prenait un objet et tous les autres voulaient l'imiter, il leur arrivait de se rouler par terre et de renverser les chaises. D'une école de Rome nous parvint cette description laconique. La plus grande préoccupation est la discipline. Les enfants se montrent désorientés dans leur travail et réfractaires à toute directive. Et voici maintenant la naissance de la discipline. Miss G écrit de Washington. En quelques jours, cette masse nébuleuse d'enfants désordonnés commença à prendre forme. Ils découvrirent un intérêt original à des objets méprisés tout d'abord.
et le résultat de cet intérêt nouveau fut qu'ils se mirent à agir comme des êtres indépendants, extrêmement individualistes. Il leur arrivait souvent qu'un objet qui absorbait toute l'attention d'un enfant n'avait pas la moindre attraction pour un autre. Tous se surpassaient dans leur manifestation d'attention. La bataille n'est définitivement gagnée que lorsqu'un enfant manifeste spontanément un réel intérêt pour un objet qu'il vient de découvrir. Cet enthousiasme, cet enthousiasme peut se produire à l'improviste et avec une curieuse rapidité. J'ai une fois essayé d'en intéresser un à toutes sortes d'objets du matériel, sans exciter chez lui un brin d'intérêt. Par hasard, je lui ai montré les deux tablettes de couleurs rouge et bleu et j'ai attiré son attention sur leur différence de couleur. Il les saisit aussitôt et avec une espèce de fringale a pris 5 couleurs en une seule leçon. Les jours qui suivirent, il prit les objets du matériel qu'il avait pour tout d'abord dédaigner et peu à peu s'intéressa à tout. Un enfant qui au début avait une très petite puissance de concentration mit fin à cet état de chaos en s'intéressant à un des objets les plus compliqués du matériel. Les longueurs, il joua avec elles sans discontinuer pendant une semaine. Il a appris à compter et à faire des additions simples. Retourna ensuite en arrière aux objets les plus élémentaires, les encastrements, les cylindres et s'intéressa par la suite à tous les objets du matériel. Dès que les enfants trouvent un objet intéressant, le désordre disparaît d'un coup et le vagabondage de l'esprit cesse. La même maîtresse illustre ainsi le réveil d'une personnalité. Nous avions 2 sœurs, l'une de 3 ans, l'autre de 5. La plus petite n'existait pas au point de vue de la personnalité. Elle suivait en tout sa sœur aînée. Si celle-ci avait un crayon bleu, la petite n'était pas contente tant qu'elle n'avait pas un crayon bleu. Si la grande mangeait du pain et du beurre, quelque chose que la petite, elle ne le mangeait pas si ce n'était pas de pain et du beurre. À l'école, elle ne s'intéressait à rien, mais suivait sa sœur, imitant tout ce qu'elle faisait. Un jour, la petite s'intéressa brusquement au cube rose. Elle construisit sa tour avec une attention très vive. Elle répéta cet exercice un grand nombre de fois et oublia complètement sa sœur. Celle-ci, étonnée, l'appela et lui dit « Comment ça se fait que je suis en train de faire un cercle et que tu sois en train de faire la tour ?» Et à partir de ce jour, la petite créa sa personnalité et ne fut plus seulement le miroir de l'autre. Mademoiselle D. Mademoiselle D parle d'une enfant de 4 ans, incapable de transporter un verre d'eau, même empli à moitié, sans le renverser. Même rempli à moitié sans le renverser. Elle fuyait d'ailleurs cet exercice. Sachant qu'elle ne pouvait le faire, il se trouva qu'elle s'intéressa à un objet quelconque du matériel. Elle se mit brusquement à transporter très facilement des verres d'eau, et comme elle avait des camarades qui faisaient de l'aquarelle, elle leur apportait de l'eau à toutes sans en renverser une goutte. Un autre fait curieux fut rapporté par une maîtresse australienne, Miss B. Elle avait à l'école une petite enfant qui ne parlait pas encore. Ses parents l'avaient montré à un médecin, se demandant si elle n'était pas anormale. Un jour, cette petite fille découvrit les encastrements solides, passant son temps à enlever et à remettre les cylindres de bois dans leur compartiment. Après avoir répété son travail avec un intérêt intense, elle courut à la maîtresse en lui disant « Viens voir ». Miss D raconte. Après les vacances de Noël, à la rentrée, il se produisit un grand changement dans la classe. Il semblait que l'ordre se fût établi tout seul, sans que j'y fusse pour rien.
Les enfants semblaient trop intéressés par le travail pour se livrer à ces actes désordonnés, dont ils étaient coutumiers. Ils allaient tout seuls choisir dans l'armoire, les objets qui avaient d'abord paru les ennuyer, et les prenaient l'un après l'autre sans s'en montrer fatigués. Une atmosphère de travail se répandit dans la classe. Les enfants qui, jusqu'alors, avaient pris les objets par pur caprice, éprouvaient désormais comme le besoin d'une espèce de règle personnelle et intérieure. Ils concentraient leurs efforts sur des travaux exacts et méthodiques, éprouvant une véritable satisfaction à surmonter les difficultés. Ce travail précis amena un résultat immédiat sur leur caractère. Ils devinrent maîtres d'eux-mêmes. Ces relations de maîtres ouvrant prématurément des écoles, avant qu'une méthode fût déterminée, pourraient se répéter à l'infini. On trouve ces difficultés plus ou moins euh, aiguës chez tous les enfants heureux dont la famille affectueuse s'occupe intelligemment. Ce sont des difficultés spirituelles en liaison avec ce que nous appelons le bien-être et qui expliquent la résonance dans les cœurs de ces mots heureux les humbles, heureux ceux qui pleurent. Mais tous sont appelés, tous finissent par venir, surmontant leurs propres difficultés. C'est pour cela que le phénomène qu'on traita de conversion est bien un caractère propre à l'enfance. Il s'agit d'un changement rapide, quelquefois instantané, et dont la cause est toujours la même. Mais les conversions les plus différentes se produisent ainsi. Les exaltés se calment, les opprimés renaissent, et tous marchent ensemble dans la même voie de travail et de discipline. Le progrès se développe seul. Il est mu par une énergie intérieure qui réussit à s'extérioriser, puisqu'elle a trouvé une porte de sortie. La transformation prend d'abord un caractère explosif, et c'est l'annonce certaine du développement qui se poursuit ensuite. C'est ainsi que du jour au lendemain, l'enfant perce une dent, qu'il dit son premier mot, qu'il fait son premier pas, et quand la première dent est percée, toute la dentition viendra. Le premier mot prononcé, le langage se développera. Le premier pas fait, la marche s'établira pour toujours. On avait arrêté le développement, ou plutôt, on avait pris une mauvaise route, et cela chez tous les enfants de toutes les conditions sociales. La diffusion dans nos écoles, dans le monde entier, chez toutes les races, démontra que cette conversion enfantine est commune à l'humanité entière. Il survient fréquemment chez le tout petit enfant une erreur qui déforme le type psychique naturel et qui donne lieu à d'infinies déviations. La conversion enfantine est une guérison psychique, un retour aux conditions normales. Oui, cet enfant miraculeux pour la précocité de son intelligence, ce héros qui se surpasse lui-même en trouvant la sérénité, ce riche qui préfère le travail discipliné aux conditions futiles de la vie, c'est l'enfant normal. Est-ce qu'on a trouvé surprenant à son apparition qu'on a traité de conversion doit simplement être considéré comme une normalisation. Il y a chez l'homme une nature cachée, une nature ensevelie, par conséquent inconnue, et qui est la nature vraie, la nature reçue à la création, la nature saine. Cette interprétation, cette interprétation n'interdit toutefois pas cette conversion à l'adulte. Pourtant, il peut faire machine arrière. Machine arrière, pour trouver sa nature véritable, mais un tel changement lui serait si difficile que ne pourrait guère y reconnaître un retour à la nature humaine. Au contraire, chez l'enfant, les caractères psychiques normaux peuvent surgir facilement et alors tous les caractères déviés disparaissent ensemble comme les symptômes de la maladie au retour de la santé. En observant les enfants à la lumière de cette compréhension, on pourrait bien souvent découvrir des caractères normaux qui affleurent spontanément en dépit des conditions difficiles de l'ambiance, bien que rejetés, parce que méconnus, ils reviennent encore faire de nouvelles tentatives pour se faire jour
à travers les obstacles. On pourrait dire que les énergies normales de l'enfant donnent un enseignement du pardon. Leur nature profonde pardonne et pardonne encore les répressions de l'adulte. Ce n'est donc pas un épisode passager de la vie enfantine qui annihile ses caractères normaux, c'est la lutte due à la répression continuelle de l'adulte. على كل أصل إلى نهاية هذه الحلقة صفحة 149 وأكمل في حلقات مقبلة إن شاء الله.